Bonjour à tous. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs d'avoir accepté ma communication, quand même. Les visages de la justice environnementale à Montréal, perspectives intersectionnelles et raciales des enjeux socio-environnementaux. Les orientations de ma présentation ont un peu changé et on ne verra pas des exemples précis montréalais. Je vais présenter des morceaux d'une recherche de maîtrise que je complète actuellement à l'UQAM en sciences de l'éducation et sous la direction de Gina Tézé. Il s'agit d'une recherche critique. Le sujet a d'abord émergé de mon propre vécu, d'un sentiment un peu difficile à nommer, un peu lié au fait de se sentir aliéné dans l'environnement, dans la nature, même si c'est celle de la terre où je suis moi-même née. Et c'est un peu ce qui a orienté mes études, mon emploi, mon retour aux études pour faire cette maîtrise par la suite aussi. Voilà, donc, et aussi, je tiens aussi à dire que je réalise que des vécus sur des enjeux similaires existent, sont aussi nombreux que diversifiés. Je suis en processus et donc vos commentaires, je vais les prendre avec un grand intérêt. Donc, pour commencer, un petit exercice, une petite image, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Donc, le fond d'écran, on voit le boulevard L'Acadie qui est situé à Montréal. Il sépare le quartier de Parc Extension et de Ville-Mont-Royal. Parc Extension et Ville-Mont-Royal sont plus ou moins constants dans leur profil socio-démographique. Parc Extension, il figure parmi les quartiers les plus pauvres au Canada. VMR parmi les plus aisés. Ça, c'est à travers le temps. Donc, je vous laisse deviner lequel est lequel avec les indices d'une simple image. Donc, en tout cas, il est un peu plus pâle, là, mais je vous laisse là-dessus. Alors, juste un petit sommaire de ma présentation. Là, on voit encore sur l'Acadie, il y a une clôture qui a été mise pour séparer les deux quartiers. Donc, ma recherche s'intéresse aux initiatives d'éducation relatives à l'environnement comme espace racialisé. Je vais situer d'abord ces espaces éducatifs dans le contexte colonial et racial du Québec. Je vais présenter ensuite brièvement des repères définitoires théoriques, donc surtout du champ de la justice environnementale et des concepts connexes finalement qui proposent un peu une grille théorique pour aborder ces espaces éducatifs. Je présenterai ensuite brièvement l'étude de cas de ma recherche qui est sur le Mont-Royal à Montréal et dont on a quelques personnes qui sont ici aujourd'hui. Et donc, je suis en plein dans l'étape de l'analyse de mes données, donc je ne présenterai pas ici des résultats, mais quelques pistes de réflexion qui peuvent faire suite. Donc, l'histoire environnementale du Québec. Il manque... Ah, OK. J'ai eu peur. L'histoire environnementale du Québec est peu abordée dans une perspective coloniale. J'aborde ici que brièvement la période de création des parcs nationaux qui représente un peu là, l'embryon, le germe des mouvements de protection de l'environnement américain qui va influencer les mouvements conservationnistes même au Québec. À quelques différences près, il va y avoir quelques différences. Si vous voulez savoir plus, on pourra voir. Vous pouvez me poser les questions. Donc, ces mouvements de protection ont été créés par des Américains venus de la côte est des États-Unis qui voyaient dans l'ouest des grands espaces, comme je cite ici George Catlin, qui est comme un des grands instigateurs de ces mouvements-là, des lieux où habiteraient hommes et bêtes dans toute la beauté première de leur état naturel. Donc, c'était un peintre, entre autres, qui est reconnu pour avoir peint les Autochtones, les Amérindiens de la région. Donc ici, les hommes dans leur état naturel vont représenter les peuples amérindiens qui habitent ces territoires convoités, mais ils ne participent pas au mouvement de création des parcs, des parcs. Donc les activités qui sont autorisées vont favoriser les loisirs, l'appréciation du parc, mais au détriment des activités de pêche et de chasse de subsistance dont ont besoin les communautés amérindiennes de l'époque. Ici,
aussi, c'est une manifestation de l'occupation du territoire des peuples à travers une forme de domination, finalement. Donc là, je ne suis pas en train de parler contre l'idée de protéger un espace naturel, mais dans le contexte dans lequel ça s'est fait, c'est une dimension dont il faut tenir compte et dont certaines personnes qui occupent le territoire différemment n'ont pas été considérées dans tout ce processus-là. Donc, donc, le premier parc national au Québec a été créé 22 ans plus tard, puis dans des conditions qui sont similaires. Les représentations de la nature, les valeurs qui sont associées à cette époque vont fortement influencer les mouvements écologistes des années 1960 et jusqu'à nos jours. Puis ça, c'est une des visions dominantes de l'environnement. Et encore là, je ne rentrerai pas dans toutes les représentations sociales de l'environnement. L'idée est encore là pas de dire qu'il y en a une qui est meilleure, une moins bonne, mais c'est de prendre conscience desquelles qui sont là et de leur impact finalement. Alors, donc, les mouvements environnementaux, actuellement, le Québec, à l'intérieur des mouvements environnementaux, est reconnu dans l'Occident pour avoir une population qui est mobilisée sur les questions environnementales. On voit ici la photo du Jour de la Terre en 2012, qui a mobilisé plus de 200 000 personnes, où j'étais moi-même. C'était un record à cette époque, dans ce genre de manifestation-là, tant en Amérique du Nord qu'en Europe de l'Ouest, mais qui finalement participe à ces activités, qui sort dans les rues, milite, fait valoir ses droits environnementaux, qui est rejoint par ses discours et ses actions de cette façon. Il y a des études faites à l'échelle du Québec, du Canada et des États-Unis qui arrivent un peu à des constats similaires, que les personnes qui sont impliquées ou employées dans des groupes environnementaux sont pour la plupart issues de classes socio-économiques et ethnoculturelles similaires. Cette sous-représentation va devenir un problème si des enjeux environnementaux sont mis de l'avant et défendus et finissent par mettre sous silence et porter préjudice à d'autres enjeux dont les acteurs des mouvements n'ont pas connaissance finalement. Donc ça, encore là, c'est une autre prise de conscience qui, je pense, est importante à faire. Donc, je marque des images de quelques manifestations de I Don't Know More. Donc, les luttes contre les rallongements des pipelines, entre autres d'Énergie Est maintenant, et le mouvement I Don't Know More Québec depuis 2011 ont remis à l'avant-scène de nombreuses injustices environnementales et sociales vécues par les Autochtones au Québec et ailleurs. Si on regarde, mais quelle est la situation pour d'autres groupes peuvent être marginalisés et minoritaires, particulièrement dans la région la plus urbanisée de la province à Montréal? C'est la question. Donc, ça, c'est pour les mouvements militants environnementaux, les mouvements sociaux, mais si on regarde l'espace éducatif, donc les situations éducatives en environnement, c'est un peu la même situation que dans le mouvement, que dans les milieux scolaires habituels. Il y a plusieurs écrits qui ont été faits sur les espaces éducatifs, les rapports raciaux, les rapports entre enseignants et étudiants dans ces contextes-là. Par contre, dans le milieu de l'éducation à l'environnement, c'est une discussion qui a très peu lieu. Il y a peu d'écrits sur ce sujet-là, et notamment dans la littérature scientifique francophone. S'il y en a un peu, ce sera surtout dans la littérature scientifique anglophone. Et donc, mais ces quelques critiques qui ont été faites pour le soulever vont timidement faire référence au fait que les espaces éducatifs sont normalisés et le normal est la personne blanche. Donc, toute la référence va être faite avec ça, mais c'est quelque chose qui est considéré comme normal et donc qu'on ne remarque pas. Donc, on ne remarque pas qu'il y a un rapport racial finalement quand il y en a un. Donc aussi,
il va y avoir les représentations sociales de l'environnement, comme je mentionnais. Il y en a plusieurs. Il se peut que celui des éducateurs et des participants ne soit pas le même. Et donc, comment conjuguer ça à l'intérieur des activités pédagogiques? Beaucoup d'auteurs sont arrivés avec l'idée de l'éducation centrée sur le lieu comme solution pédagogique. Donc, l'idée serait de s'intéresser aux participants, d'où il vient, quel est son environnement, quel est son bagage, mais ce que d'autres auteurs et particulièrement des auteurs autochtones qui ont contribué au développement de I Don't Know More, parlent de la réification de la nature sauvage comme un espace qui va être essentialiste et vide. Donc, dans cette idée-là, c'est que même si on parle de l'éducation qui est centrée sur le lieu du participant, on n'inclut toujours pas les rapports de pouvoir, on ne les considère pas encore, on ne considère pas le rapport de savoir qui existe également sur les différents savoirs environnementaux. Donc, c'est un peu mis sous silence. C'est toute une dimension plus politique qui devrait être intégrée à ça. Et donc, cette réification de la nature sauvage, c'est un peu l'idée, quand je parlais du mouvement conservationniste, que la nature, finalement, elle a été figée comme un espace à protéger et c'est tout, le garder vierge et ne pas l'altérer. Encore là, c'est pas la question de dire qu'est-ce qui est la bonne ou la mauvaise chose, mais c'est que la discussion n'a pas eu lieu entre différents occupants de ce territoire-là. Alors là, donc pour un peu expliquer tout ça, il y a la justice environnementale qui est un champ super intéressant. Pour la situer, donc c'est parti comme un mouvement social, en fait. Puis on pourrait dire que la justice environnementale, ses origines sont au moins depuis la colonisation. On pourrait dire que les questions de formation des parcs nationaux et pourrait être un enjeu de justice environnementale également. Aussi, les enjeux de justice environnementale ont sûrement lieu à plusieurs endroits que des chercheurs, que nous, on n'est pas au courant, mais il y a sûrement des personnes qui subissent des injustices environnementales. On n'est pas au courant, mais il doit y en avoir un peu partout. Il y a des écrits. Il y a quand même des auteurs qui écrivent, j'en nomme quelques-uns, Vandana Shiva en Inde, aussi en écoféministe, Sheila McLean au Canada, une des instigatrices justement de I Don't Know More, et Robert Bullard aux États-Unis. Et je m'arrête sur Bullard, que beaucoup de gens finalement disent que la naissance de la justice environnementale, c'était aux États-Unis au début des années 80 dans les épisodes de Warren County. Et c'est Robert Bullard qui a fait un gros travail, et son équipe, d'aller cartographier des injustices sociales qui avaient lieu et en lien avec l'environnement. Donc, bon temps. Donc, à la base, j'ai insisté un peu sur la naissance de ce mouvement-là parce que c'est un peu ce que ça continue d'être. Donc, les actions liées à la justice environnementale sont des actions qui sont enracinées dans leur milieu. C'est un mouvement qui prend de plus en plus en popularité et peut-être que la raison pour laquelle que des groupes sociaux se l'approprient de plus en plus, c'est peut-être à cause des conceptions pluralistes des définitions. Donc, la conception de justice et d'environnement va varier selon ce que l'injustice vécue par la personne et la conception de l'environnement va également prendre la définition vécue par la personne aussi. Donc, ça peut être un environnement, peut-être des boulevards à Montréal-Nord, comme elles peuvent être des champs en Montérégie qui sont menacés par les gaz de schiste, par exemple. Donc, ça, c'est d'autres. Et donc, pour les conceptions de justice, qu'est-ce qu'on entend par justice dans tout ça? J'en mentionne 3 ici.
Donc, l'idée de justice distributive, et c'est surtout là-dessus, dans les champs de la cartographie, de la géographie, qu'il y a eu des études. Donc, c'est vraiment aller voir où sont distribuées les inéquités environnementales. Donc, ça peut être, par exemple, l'implantation d'une usine. Donc, par exemple, aux États-Unis, ce qui était beaucoup vu, c'était que ces usines allaient être implantées systématiquement dans des quartiers pauvres noirs. Et puis, l'idée est parce que on savait qu'il y allait moins avoir de critiques de la population. Alors, une analyse de ce type-là n'a pas été faite à Montréal. Merci. Donc, ensuite, il y a la justice de reconnaissance. Donc, la reconnaissance d'une vision, de valeur, de vision du monde, de l'environnement, d'utilisation du territoire aussi, identitaire aussi, et les luttes autochtones aussi sont beaucoup liées à ça. Ensuite, une autre dimension, c'est, donc, il peut y avoir une injustice, mais là, de plus en plus, les écrits se font sur quels sont les facteurs causaux de ces injustices et quels sont ces mécanismes. Donc, il y a notamment des problématiques de racisme environnemental. On a pu voir que le racisme systémique va contribuer à ce qu'il y ait des injustices environnementales. Donc, je vais passer assez vite. Donc, je vais passer assez vite à celui-là aussi. Donc là-dessus, on ne parle pas de race comme... on s'entend que c'est une construction sociale. Et il y a l'idée aussi que de la normalité du racisme. Donc, on part de l'idée que le racisme est normal, est tellement ancré qu'il ne se remarque pas et que le travail est d'aller exposer les mécanismes du racisme, et c'est ce que des chercheurs et des activistes en justice environnementale font. Également, qu'est-ce qui est beaucoup utilisé en méthodologie en justice environnementale et la valeur qui est donnée aux récits et aux expériences d'oppression vécues par des personnes en tant qu'autres. Et donc, c'est ce qui... Et c'est beaucoup utilisé en justice environnementale. Une chose intéressante aussi à regarder, c'est par rapport à l'intersection des oppressions, où là, la dimension de nature serait intéressante à intégrer aussi. Vu que c'est des injustices que des gens peuvent vivre, bien, cette dimension-là pourrait aussi être ajoutée. Donc, ma recherche, vite, mieux connaître et comprendre les dynamiques raciales entre adultes dans les situations pédagogiques mises en place par un organisme socio-communautaire en environnement. Je vais vite. Donc, mon site, c'est sur le Mont-Royal, lieu emblématique de Montréal, central, entre au moins 6 arrondissements. Voilà. Et je l'ai faite avec un organisme qui fait énormément d'activités éducatives en environnement. Donc, je me suis intéressée, en fait... c'est une recherche qualitative ou c'est une étude de cas sur certaines activités. Donc, j'ai fait des entretiens individuels et de l'observation participante. Je vais très vite. Et donc, déjà à la fin. Ouais. Donc, je vais arriver à ma conclusion tout de suite, en fait. Donc, je suis dans l'analyse de mes résultats. Je n'ai pas encore de conclusion que je peux donner. Mais je pourrais terminer par une citation qui est en anglais, mais que je souhaite quand même lire, qui est par une auteure canadienne. For many peoples from Africa and Asia, the land remains integrally linked to their life. Not only is it the source of food, but also of healing and spirituality. With European settlement in Canada, however, the wilderness has developed a language which we cannot penetrate unless we enter the world of whiteness, possess a cottage and a boat.
with the erasing of the First Nations' presence and their removal to reservations, their wisdom, their languages, their manner of relating to the land have all been unavailable to us. The wilderness has indeed been racialized. Je ne sais pas si à travers mon projet, j'ai un volet théorique et pratique, donc je ne sais pas si c'est la direction que vont prendre les résultats. C'est des choses qui sont soulevées, mais c'est quelque chose que je trouvais quand même intéressant à soulever pour la suite. Donc, je peux m'arrêter ici.